La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité est le général d'armée Pierre de Villiers. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci de votre présence. Pierre de Villiers, vous avez été chef d'état-major des armées. Vous publiez pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Alors ce matin, nous allons beaucoup parler de la chose militaire. Le mot guerre, d'ailleurs, est souvent utilisé dans tous les domaines. On parle de guerre contre les narcotrafics, nous allons en parler. De guerre également contre l'entrisme islamiste et en particulier après le terrible attentat antisémite à Sydney. Monsieur le général, est-ce qu'on se paye de mots ou est-ce qu'on mène véritablement cette guerre existentielle? Je crois que le monde a profondément changé, c'est pour ça que j'ai repris ma plume. J'avais senti en 2017, c'était l'objet de mon différend avec le président de la République quand j'ai démissionné, j'avais senti que ce monde était de plus en plus instable, volatile, incertain, sous le coup du retour des États-puissances qui réarmaient de 5 à 10% par an depuis une vingtaine d'années, quand nous, les démocraties européennes, nous savourions les délices des dividendes de la paix. Et puis, j'ai vécu les attentats de 2015. Depuis le 7 janvier 2015, le Bataclan et tout ce chapelet, je l'ai vécu en quelque sorte dans ma chair. Et je savais que cette idéologie islamiste radicale allait se poursuivre dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé. J'avais pressenti aussi le désengagement progressif américain vers le Pacifique et vers son adversaire, la Chine. Et donc, tous ces facteurs m'avait fait penser qu'il était grand temps de réarmer. Alors nous avons fait un effort budgétaire, mais qui n'est pas suffisant par rapport à la gravité de la situation. Et nous n'avons fait que boucher les trous, finalement, les trous qui avaient été creusés pendant des décennies, notamment avec la Revue générale des politiques publiques. Des trous béants, Pierre de Villiers, face à des défis existentiels, on va les énumérer. Et vous avez répété un vieux principe que l'armée vous a appris, seule la force fait reculer la violence. Alors très concrètement, aujourd'hui par exemple, dans certaines villes, les quartiers entiers vivent au son des tirs de Kalachnikov. Des enfants marchent sur des sachets de drogue à l'école. Des barrières sont érigées à l'entrée de certaines cités par des narcotrafiquants. Où est la force? Où est la force face à cette ultra-violence? Oui, la force, elle repose sur l'autorité. Et le carburant de l'autorité, c'est la confiance. En fait, aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans leur autorité, dans leurs gouvernants. Il y a un fossé qui s'est creusé, qui est énorme, entre ceux qui décident et ceux qui vivent ces décisions sur le terrain. La situation d'aujourd'hui est d'ailleurs illustrative. D'un côté, le déplacement du président de la République à Marseille avec le cartel de la drogue, et de l'autre, les paysans qui bloquent la liberté de circulation avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Quelle image nous renvoient ces deux France? Écoutez, moi, cette image de la France anéantie par ses propres factures et ses propres décisions, et dans une violence, dans une brutalité énorme, quand je vois ça par rapport à la situation extérieure et à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je me dis que ce décalage est éminemment dangereux. Vous dites aussi, général Pierre de Villiers, que la peur fait réagir. Et en grande partie, en tout cas une partie des Français ont peur. On va parler de la situation également en Europe et internationale. Et que le courage fait décider. Et ensuite, c'est le sursaut qui doit arriver. Nous en sommes où dans cet enchaînement, dans cette étape? Je crois que nous sommes dans la première étape. Depuis quelques mois, moi je trouve que les Français commencent sérieusement à avoir peur. C'est ce qu'on vous dit? Vous faites évidemment de nombreuses dédicaces un peu partout en France? Oui, je fais 1-2 déplacements par semaine depuis 8 ans et je vois bien le climat évoluer. Les Français commencent à avoir peur. Ils ont peur à l'intérieur pour leur propre sécurité, parce que contrairement à ce qu'on nous dit depuis des années, ce n'est pas un sentiment de sécurité. Enfin, on est des grands garçons, on voit bien ce qui se passe quand même. Il faut dire la vérité. Ça, c'est un principe de l'exercice de l'autorité. Dire la vérité. Sinon, la confiance est rompue. On est toujours rattrapé par ses propres mensonges ou ses faux semblants. Je crois que la vérité, l'authenticité, c'est ce qu'attendent les Français. Et puis, quand on voit la situation dans certains quartiers, effectivement, il faut restaurer l'autorité, il faut restaurer l'ordre. C'est ce que j'entends. Mon général, alors, on attend, il faut restaurer l'ordre.
L'ordre par la force, c'est-à-dire, Général Pierre de Villiers, que l'on soit très concret ce matin, parce que la deuxième étape, c'est le courage, y compris s'il y a des conséquences difficiles, y compris s'il y a des effets qui peuvent provoquer des choses extrêmement, peut-être indésirables sur notre sol. Mais on n'a pas le choix. Après la peur, ça fait réagir. C'est ce qu'on est en train de faire, on réagit. Mais après, il faut décider. Et il faut décider pour restaurer l'autorité. Et ensuite, il y aura le sursaut. Et le peuple attend ce sursaut. Moi, je vous le dis, le peuple de France que je côtoie, moi j'habite en Vendée, je vois bien, les gens, ils attendent maintenant quelque chose de solide. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Sinon ? Sinon, le grand danger, quand on voit l'histoire de France, c'est la rupture. Si vous voulez, la France, quand elle est en difficulté, elle se réforme souvent dans la brutalité et dans la rupture. C'est ce qu'il faut éviter, à mon avis, parce que cette rupture, elle pourrait aussi provenir de l'extérieur. Je répète, seule la force fait reculer la violence, parce que vous faites ce même constat, c'est très important, face aux États-puissances. Il faut la force. Et justement, au sujet de la guerre en Ukraine, Pierre de Villiers, Donald Trump a affirmé, et c'est tout récent, qu'un accord n'a jamais été aussi proche. Est-ce que cette guerre est la nôtre? Bien sûr, elle se situe aux confins de l'Europe, mais est-ce qu'elle est la nôtre au sens des intérêts premiers de l'Europe et plus singulièrement de la France? L'intérêt de la France, c'est la paix en Ukraine. Et, face à la L'intérêt de tous, Russie. c'est la paix, non? Bien sûr qu'il y a un agresseur. La Russie a agressé l'Ukraine. Bien sûr qu'il fallait aider l'Ukraine pour éviter qu'elle ne s'effondre. C'est ce que nous avons fait. Mais l'objectif stratégique, vous savez, la stratégie, c'est important. La stratégie, c'est ce qui gagne les guerres. La tactique gagne les batailles. Mais ça ne suffit pas de gagner les batailles. Il faut gagner la guerre. Et là, en l'occurrence, la seule stratégie utile pour la France, c'est la paix. Une paix qui soit juste, sur les territoires en particulier, et qui soit durable, avec des forces de garantie qui garantissent que la Russie ne va pas recommencer à envahir l'Ukraine ou d'autres pays limitrophes. Je reprends vos mots, une paix juste et durable, paix juste et pérenne, c'est ce que dit le président de la République. Certaines voix, Pierre de Villiers, je cite par exemple Pierre Lelouch, Michel Onfray, Luc Ferry et d'autres, ont appelé depuis longtemps à la fin de la guerre le plus rapidement possible, au risque peut-être d'avoir un accord de paix déséquilibré. Certains les ont traités de munichois, de capitulars. Où est la vérité? Qui sont les vrais pacifistes aujourd'hui? Écoutez, moi je suis très à l'aise sur ce plan, puisqu'il y a 3 ans, quand j'ai sorti mon livre précédent, j'avais demandé la paix. À cette époque, on m'a traité de munichois et de russophile. Comment vous expliquez aujourd'hui cette inversion des choses et des valeurs? Parce que je crois que notre société a oublié ce qu'est la guerre. Surtout sur les plateaux avec la moquette parisienne. Mais la guerre, c'est atroce. Il y a parfois des journées à 1000 morts aujourd'hui en Ukraine. Il faut arrêter ce massacre. Et vous savez, ensuite, la haine, pour qu'elle retombe, je l'ai vu dans toutes mes interventions, que ce soit au Kosovo, en Afghanistan, en Afrique, c'est très long. Et donc, si on veut la paix, vraiment, et une paix durable, notamment en Europe, il faut préparer la guerre. Si vis pacem para bellum, c'est la devise de l'école de guerre. Moi, j'ai fait l'école de guerre en 89-91, au moment de la chute du mur de Berlin. On a gagné parce qu'on était fort. On avait une dissuasion nucléaire couplée avec des forces conventionnelles au même niveau de suffisance et de crédibilité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour les forces conventionnelles. Et nous avions, Pierre de Villiers, également peut-être une souveraineté beaucoup plus importante, beaucoup plus affirmée. Est-ce qu'aujourd'hui, là je parle de la voix de la France dans cette guerre, est-ce qu'on peut être souverain quand une partie de nos compétences est aujourd'hui fédéralisée, qu'on a laissé être fédéralisée? Est-ce qu'on peut l'être encore? J'ai un chapitre dans mon livre sur le mythe de l'armée européenne. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Bien sûr qu'il faut préparer la défense de l'Europe. On est déjà en retard. On aurait déjà dû aller beaucoup plus vite sur des accords interétatiques à géométrie variable, sur des programmes d'armement, le char futur, l'avion futur, les drones, etc. Le SCAF alors, le nouvel avion de combat européen avec toutes les difficultés que l'on connaît. Mais on voit bien, nous sommes dans la technostructure, nous sommes dans des accords d'appareil, pas des accords interétatiques sérieux. Et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette Europe-là qu'il faut construire. Moi, je ne crois pas du tout à cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Vous savez, quand on est au combat, moi j'ai commandé en Afghanistan une coalition de 15 pays. Je sais comment ça se passe quand on est confronté à des décisions sérieuses, pas simplement des décisions qui engagent la finance, le social ou l'économie, mais la mort.
la mort, eh bien à ce moment-là, on se retourne vers son drapeau, vers sa patrie, vers sa capitale, et c'est là qu'on prend les ordres. Général, il y a un pays en Europe qui se tourne beaucoup vers son drapeau, vers son armée et vers les armes de guerre. D'ailleurs, c'est inédit, l'effort de réarmement de l'Allemagne en ce moment. C'est historique. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, ce pays n'a déployé un tel effort de réarmement. Est-ce que c'est inquiétant? J'ai vu un très bon papier récemment là-dessus. Bien. Et je partage ce papier, figurez-vous. Je pense que moi j'ai été le chef d'état-major des armées, de l'armée la plus importante, la plus puissante en Europe, et ceci m'a donné une capacité de leadership dès qu'il s'agissait d'opérations en Europe. Aujourd'hui, l'Allemagne est en route vers la reconstitution d'une armée. Alors, ça va être long, oui, parce que leur loi fondamentale leur interdit la guerre. Donc il va falloir quand même modifier la culture de cette armée qui n'est pas une culture de la guerre. Mais je pense qu'avec les moyens économiques qu'ils mettent en place, ils n'ont pas la dissuasion à payer nucléaire. Je pense qu'ils vont aller vite. Et incontestablement, ceci devrait nous pousser à réarmer à vitesse grand V. Donc le sursaut encore et toujours. Sursaut également, mais alors là c'est très intéressant. Général Pierre de Villiers, quand il est demandé, en tous les cas, mis en avant par l'administration Trump. J'imagine que vous êtes beaucoup intéressé à ce document sur la stratégie de sécurité nationale. On peut y lire une charge contre l'Europe ou alors un appel au sursaut et surtout ce risque d'un effacement civilisationnel de l'Europe. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent c'est la réalité qui nous menace ou alors d'autres qui disent mais ce n'est pas à lui de nous donner des leçons et de donner des leçons à l'Europe? Non, mais cette stratégie ne m'a absolument pas surpris. Tout est écrit depuis 20 ans. America First, c'est pas récent, c'est pas nouveau. On le sent, on le sait. En 2017, dans cette réunion que je raconte dans mon livre avec le président Trump, j'avais senti ce désengagement progressif, évidemment. Qui ne l'a pas vu? Mais qui n'a pas voulu le voir? Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cette myopie... ce somnambulisme. Vous en parlez de ces élites autoproclamées bruxelloises, les experts géostratégiques médiatiques, en prennent pour leur grade. Ils sont épinglés, dites-vous, pour leur déni d'hier et leur virage guerrier d'aujourd'hui. Ben oui, c'est incroyable ce réveil brutal. Ah bon? La guerre, ça existe? Ah ouais, il faudrait peut-être augmenter le budget des armées. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, il faudrait peut-être rétablir un service militaire. Ah oui, peut-être, oui. Après avoir fait 8 ans de service national universel, une sorte de colonie de vacances qui a coûté très cher. Non, je crois que maintenant, c'est fini. Il faut passer la vitesse supérieure. On arrête de rire. La guerre est à nos portes. On va parler de cette vitesse supérieure. Simplement, une précision, général Pierre de Villiers. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réarmer alors qu'on a la dissuasion nucléaire? Le général de Gaulle disait que ça permet de sanctuariser notre territoire. Pourquoi alors un effort de réarmement parallèle? Alors le général de Gaulle, effectivement, a instauré la dissuasion nucléaire. Anticipation absolument incroyable. C'était un stratège, c'était un véritable prophète en la matière. Il a pris ce risque, mais il a couplé la dissuasion nucléaire avec des forces conventionnelles puissantes. La dissuasion nucléaire fonctionne à la condition qu'elle s'accompagne d'une capacité pour l'action classique. Et on voit bien aujourd'hui la faille, parce que la guerre en Ukraine, elle a lieu, et pourtant la Russie a le nucléaire. Donc la dissuasion nucléaire qui a été préservée et qui est autonome, et ça c'est remarquable parce que nous avons un parc industriel avec des grands groupes industriels exceptionnels en France que nous avons su conserver. Il faut les saluer. Il faut les saluer, il faut les encourager. Ils attendent les commandes, ils sont l'arme au pied, mais les commandes ne viennent pas parce que la bureaucratie, la technostructure, Bercy, les procédures de temps de paix, nous ne sommes pas en économie de guerre. Donc il faut restaurer cet outil classique à la hauteur d'une guerre. Nous avons une belle armée, des soldats, marins, aviateurs extraordinaires. Je ne doute à aucun moment de leur engagement jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Mais il faut leur donner les moyens d'une guerre. La guerre, ça consomme des munitions, des pièces de rechange. Il faut une épaisseur, une capacité à durer. Dans votre livre, et depuis le début de notre entretien, vous évoquez ces différents défis. On pourrait avoir un esprit, je dis bien, défaitiste, mais quand on regarde une partie de la jeunesse, général Pierre de Villiers, c'est tout l'inverse. Ils veulent de la grandeur et du sens, ils veulent quelque chose qui les dépasse. Que leur dites-vous ce matin si certains d'entre eux nous écoutent et nous regardent? Ben moi, j'aime la jeunesse, aimons notre jeunesse, elle nous le rendra.
Et je rencontre des jeunes incroyables. Ils ont soif, mais on leur parle de procédures, de normes, de matériel, de réseaux sociaux. Eux, ils veulent quelque chose de grand. Et je le vois avec les 25 000 jeunes qui rentrent tous les ans dans l'armée. On les appelle à se surpasser, à se dépasser, à s'engager pour la France, pour le drapeau, pour la patrie, pour le pays. C'est ça qu'on leur apprend. Et c'est ce qu'il faut apprendre à notre jeunesse. Et ceux qui vous disent, peut-être certains, lors de vos dédicaces, il faut un homme fort à la tête du pays. Plus de 4 citoyens sur 10 seraient prêts à voir arriver un homme autoritaire au pouvoir. Sans doute pense-t-il à un militaire, quitte à renier sur la démocratie. Quelle est la différence entre autorité et autoritarisme, selon vous ? Alors, quand on parle autorité en France, on pense autoritarisme. C'est toute la difficulté. Autorité, ça vient de augérer, augmenter, élever vers. L'ordre est exécuté avant d'avoir été donné. C'était ma grande fierté quand j'étais en situation de commandement, c'était que je n'avais même pas besoin de donner l'ordre. Là, je me disais, là vraiment, c'est de la vraie autorité. Et ça repose sur la confiance. C'est ça l'autorité. L'autoritarisme, c'est le petit chef. Je décide, il exécute. C'est tout l'inverse de l'autorité. Et l'autorité, c'est ce fil étroit entre la bienveillance et l'exigence, entre la fermeté et l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus de fermeté. Regardez ce qui se passe. Et il n'y a plus d'humanité. On est dans une société de plus en plus déshumanisée, dans le tout à l'ego, y compris jusqu'au sommet d'ailleurs. Le tout à l'ego, mon prochain poste. Une dernière question pour conclure, Pierre de Villiers. C'est une question qui est souvent posée par quelqu'un que vous connaissez bien, votre frère Philippe de Villiers, qui est sur notre antenne tous les vendredis, avec le succès que vous connaissez. C'est l'espérance française. Il y tient beaucoup, tout comme vous. D'ailleurs, beaucoup de choses vous rassemblent, contrairement à ce que pensent certains. Si vous deviez définir ce chemin pour l'espérance française, que diriez-vous ? Moi, je crois que l'espérance n'est pas un optimisme, c'est un désespoir surmonté. Il faut dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit, disait Péguy. Et la phrase précédente, c'était Bernanos. Et avec Bernanos et Péguy, on a l'espérance qui permettra à la France de se surpasser, d'avoir ce sursaut que j'appelle de mes voeux, ce sursaut qui passe par la force, qui passe par le succès des armes de la France. Eh bien, soyez-vous entendus, on l'espère, Pierre de Villiers. Merci beaucoup, Général. Je rappelle le titre de votre livre, Pour le succès des armes de la France, aux éditions Fayard. Merci pour cette parole de votre accueil. Directe et je suis sûre qu'il va beaucoup faire réagir. Merci encore et à bientôt. Merci.